a little swap in the agenda between a keynote speech and the first panel, because one of our first panel members need to leave at 8 o'clock, and I'd rather not have him leave just in the middle. So I will ask the members of the first panel to, if possible, step on stage. Monseigneur Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon, Monsieur Bertrand Collomb, président d'honneur du groupe Lafarge, Jacques Séguéla, fondateur de Euro-RSCG, publicitaire et auteur du livre « Merde à la déprime », et Francis Morel, PDG du groupe Les Échos et membre du Conseil national de l'INSEAD en France. Ils se connaissent bien, vous voyez. Formidable. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous remercier chacun personnellement et individuellement d'avoir réagi si vite à mon appel et d'avoir dit oui quasiment instantanément à l'invitation de rejoindre cette soirée au Bernardin sur le double thème « Comment rendre le monde meilleur ?» et être des optimistes radicaux. Je voulais vous demander d'abord à chacun, une petite réponse tout à fait personnelle, pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être ici ce soir? Pourquoi est-ce que vous avez accepté si rapidement de venir parler en notre présence? Jacques, si vous voulez. Moi, je ne rate jamais une occasion dans la vie de dire merde. Et donc ce soir, c'est légal, c'est imprimé. Absolument. Mon éditeur m'y engage. Je vous dis merde à tous et merde à la déprime. Merci. Francis Morel. Écoute, moi je suis un ancien INSEAD, j'en garde de très très bons souvenirs. Tu n'oseras pas dire merde. Voilà, je dirais, si, cela dit, à l'INSEAD, c'est fondamental. Avancer. Et je trouve que ce que j'ai acquis à l'INSEAD, j'en garde de très bons souvenirs. C'est parmi les études que j'ai faites, je pense, les meilleurs souvenirs que j'ai. Et il y a une idée de partage, d'échange que j'ai appris là et dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Bertrand Collomb. D'abord parce que vous êtes très convaincant. Ensuite, parce que j'aime bien l'INSEAD, même si je ne suis pas ancien élève. Ensuite, parce que c'est ici, dans ce cadre des Bernardins magnifiques, où souffle vraiment l'esprit. Et j'espère qu'à la sortie, vous aurez très envie de devenir tous mécènes des Bernardins. Et puis, parce que votre sujet, il m'a fait penser bizarrement au thème de Davos. Le motto de Davos, c'était « Committed to improve the state of the world ». Personne ne pensait que les gens qui allaient à Davos étaient préoccupés par l'amélioration du monde. Et pourtant, c'était un des sujets. Et moi, j'ai toujours pensé que les entreprises, ce qu'on faisait, ça valait la peine si on pensait qu'on pouvait améliorer le monde. Alors c'est pour ça que votre thème, puis l'optimisme, parce que je suis un optimiste naturel. Monseigneur Dominique Ray. Eh bien, moi, je suis optimiste par vocation. Je suis poli, j'ai répondu à l'invitation. Mais j'ai pensé, en répondant à cette invitation sur le thème qui est celui de l'espérance, à cette très belle phrase de Paul VI qui disait ceci: « Le chrétien habite le monde en venant à lui à partir de son avenir. » Et pour moi, le christianisme est héritage, mais aussi il est prophétie, promesse. Et c'est en raison de cette conviction sur l'espérance que je suis là. Merci. J'ai envie d'abord de m'adresser, pardonnez-moi Monseigneur, aux hommes de l'entreprise que vous êtes tous les trois. En vous posant une question assez simple, vous êtes un leader dans votre domaine, que ce soit l'entreprise industrielle, Lafarge, les médias que j'ai interpellés tout à l'heure, les échos, la communication, la publicité, Euro-RSCG du groupe Havas. Vous avez vu le titre « Inspiring Leaders, Setting the Vision to Make the World a Better Place ». Donner la vision, être inspirant. Est-ce que chacun d'entre vous, pourriez-vous donner une ou deux caractéristiques, un ou deux traits du leadership aujourd'hui, en vue de rendre ce monde meilleur, en vue de dire merde à la déprime, en vue d'être plus optimiste? La France se désespère. C'est le pays du monde qui absorbe le plus d'anxiolytiques. C'est le pays du monde où il y a le plus de suicides. En 2012, il y a 500 Français ou Françaises de plus qu'en 2011 qui se sont jetés sous un train. Et c'est le pays où on ne rit plus. Les publicitaires se nourrissent de sondages. Un des premiers sondages du siècle dernier a été de demander aux Français combien de minutes ils riaient par jour. Et la France riait 15 minutes par jour. Elle rit aujourd'hui
5 minutes par jour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se débarrasser de cette déprime. Et c'est très simple. Les optimistes ont inventé l'avion. Les pessimistes ont inventé le parachute. Restons dans l'avion. Nous fabriquons les plus beaux avions du monde. Tout le monde nous les envie. Nous avons tapé Boeing. Et ne sautons pas en parachute comme Hollande et tous ceux qui nous donnent des leçons en permanence. Soyons nous-mêmes. Battons-nous. Innovons. L'argent n'a pas d'idées. Mort aux banquiers. Vive aux créatifs. Seules les idées font de l'argent. Qu'est-ce qui manque à la France? Tiens, aujourd'hui, alors jusqu'à présent, je le détestais. Si j'avais trouvé, je lui ai giflé. Montebourg, mais qu'est-ce qui lui prend? Il devient de droite, hein. Il a des idées. Il dit merci au patron. Il leur disait merde il y a à peine 3 mois. Et il a enfin dit le mot qu'il fallait, réindustrialiser la France en partant de l'innovation, en partant des technologies de demain, en partant de ce qui fera le monde meilleur. Et pour ça, il faut faire confiance d'abord aux jeunes. 74% des parents se désespèrent sur leurs jeunes. Mais 74%, c'est le même chiffre, des enfants pensent que leur avenir sera meilleur que celui de leurs parents. Pourquoi? Parce que c'est la première génération qui est plus informée que ses parents, plus technologique que ses parents, plus connectée que ses parents. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui. C'est à eux qu'il faut donner le pouvoir et aux femmes. C'est absolument lamentable. Combien y a-t-il de femmes présidentes dans la salle? Levez la main. 1, 2, 3. Combien de présidents? Ne levez pas la main, ce serait une honte. Voilà. Il faut mettre les femmes à leur place. Nous sommes hémiplégiques. Depuis 20 siècles, c'est le mal tonitruant qui mène le monde, qui nous a amené à 2 guerres mondiales, dont une atomique et 50 crises économiques. C'est le temps des femmes. Mesdames, l'homme donne la mort, c'est la guerre. Vous donnez l'amour, c'est l'enfant. Faisons l'amour et pas la guerre, et surtout, à quelques jours de cette merde d'Irak. Merci Jacques. Merci. Dans les débats, il y a des gens après qui il ne faut pas parler. Et Jacques, c'est le cas. Je l'avais oublié, j'aurais dû prendre la parole. On va changer de sens tout à l'heure. Donc je vais être beaucoup moins brillant que lui. Moi, en tout cas, ce que j'aime dans les médias, et en particulier dans la presse écrite, parce que je trouve que la presse écrite est plus intéressante que les autres médias, c'est justement qu'elle prend le temps de réfléchir et de faire des propositions. Et de montrer que dans les situations, il y a des ouvertures, il y a des possibilités d'action. C'est ça que j'ai toujours trouvé intéressant. Pardon de faire la publicité de la presse, hein, après tout, je suis là, autant en profiter. Dans les médias audiovisuels, on a le temps de rien. On a le temps de rien pour 2 raisons. D'abord parce que les minutes sont comptées. Et ensuite, parce que la pub est tellement importante et le chiffre d'affaires est tellement important qu'on ne pense qu'à ça. Dans la presse, on a le temps de réfléchir. Et c'est ça que j'aime et c'est ce que je trouve important pour l'avenir, c'est qu'on puisse toujours réfléchir, voir ce qui se passe et voir qu'il y a toujours une solution. C'est pour ça qu'il faut être fondamentalement optimiste. Moi, je ne suis absolument pas pessimiste. Je pense que c'est une stupidité. Le pessimisme est quelque chose de fondamentalement stupide, pour en parler. Et la presse me semble intéressante pour ça, parce qu'elle donne cette perspective. Donc la profondeur de réflexion. Bertrand. Moi, je crois que ce qu'on attend d'un leader, c'est pas qu'il soit intelligent. Il y a eu des très grands leaders qui n'étaient pas très intelligents. Oui. C'est pas qu'il ait une puissance analytique extraordinaire. Mais ce qu'on attend d'un leader, c'est qu'il donne confiance et qu'il donne du sens à ce qu'on fait. Et dans l'entreprise, c'est très clair. Alors, c'est pas forcément très facile parce que plus l'organisation est large, multinationale, mondialisée, etc., plus cette relation entre les leaders et l'ensemble des gens d'entreprise risque d'être distanciée, difficile. Et puis plus les leaders, eux, sont soumis à des champs de force extraordinairement contraignants, contraires, face à des incertitudes incroyables, obligés de faire dans 6 mois une stratégie complètement différente de celle qu'ils auraient voulu parce qu'il s'est passé un épisode financier, etc. Bon, ça devient très difficile. Mais ce n'est pas parce que ça devient très difficile que c'est moins nécessaire. Au contraire. Donc effectivement, je pense que si le leader lui-même n'a pas, disons, la foi chevillée au corps, monseigneur, c'est-à-dire la perception que ce qu'il fait, c'est pas simplement faire un résultat trimestriel qui soit accepté par les marchés financiers, mais que c'est vraiment faire quelque chose qui fait œuvre utile
à la fois pour les gens de l'entreprise et pour le monde, pour les gens hors de l'entreprise, c'est pas possible de faire ce métier correctement. Être pessimiste et être patron d'entreprise, je crois que c'est pas la peine, il vaut mieux aller faire un autre métier. Donc donner du sens, faire face à l'adversité et s'inscrire dans une perspective de plus long terme que le quarter. Peut-être privilégier le quarter de century plutôt que le quarter d'année. Monseigneur, peut-être une question un peu différente pour vous, parce que quand même, vous êtes au cœur du réacteur du leadership, puisque vous passez du temps avec les dirigeants d'entreprise, peut-être vous en confessez certains, on ne va pas vous demander, certainement. Qu'est-ce que vous observez dans l'évolution des dernières années sur ce leadership d'entreprise, sur le monde des affaires, et quels conseils avisés et sages donneriez-vous aux leaders d'entreprise, après avoir entendu 3 axes différents? Il me semble que l'avenir, il est certes devant soi, mais il est d'abord en soi. C'est un travail sur soi-même, quand on dit l'optimisme, et qui fait appel à ce que j'appelle les 3 R. La première, c'est la rassurance. Pour pouvoir porter un optimisme, il faut d'abord avoir une certaine estime de soi-même. Je me souviens de cette réflexion que j'avais entendue de la part d'un SDF dans la rue. Je lui demandais, mais alors, de quoi souffres-tu le plus? De la faim, du froid? Et il m'avait fait cette réponse: ce qui est pour moi le plus difficile, c'est de ne compter pour rien. Donc je crois que le premier aspect, c'est d'avoir de la rassurance. Savoir trouver une estime de soi-même, une confiance en soi-même. Le deuxième R, c'est celui de la reliance. On ne fait rien tout seul. Et l'homme seul est en mauvaise compagnie, dit-on. L'homme seul va peut-être vite, mais c'est avec d'autres qu'on va loin. Et donc c'est apprendre à être avec les autres, à fonctionner avec les autres, à se stimuler, à s'encourager. Et puis le troisième R, c'est celui de la résilience. Trouver en soi des capacités de dépassement. On rencontre un jour ou l'autre l'échec, l'incompréhension, et trouver en soi-même les ressources pour pouvoir dépasser justement ces situations difficiles. Et c'est ces 3 R mis en œuvre qui nous permettent d'être des acteurs d'avenir et d'espérance. Rassurance, reliance, résilience. L'année dernière, vous aviez parlé des 8 C. Alors, oui, si quelqu'un se rappelle, il lèvera la main. Charité, conviction, communication, etc. Je crois que Jacques, vous êtes le roi des slogans, des petites phrases mémorables, etc. Alors quand vous dites, vous entendez ça, vous dites merde à la déprime, à tous ces hommes d'affaires, peut-être au monde plus général. Pourquoi vous dites ça et en quel but? Qu'est-ce que vous essayez de changer? On a peu de temps. Donc, oui. Je vous propose de faire un spot. Hélas, faites un spot. Ça dure 30 secondes. Ah, très bien, très bien. Un homme entre dans une pharmacie. J'ai été docteur en pharmacie dans une autre vie, donc je vois bien la scène. Et il demande à la pharmacienne: Madame, je voudrais un préservatif. Et la pharmacienne lui dit: Monsieur, je suis désolé, je vends cet article en boîte par 10. Et le monsieur dit: Écoutez, moi je n'en veux qu'un. Enfin, une conversation, écoutez, dit le monsieur, calmez-vous, je vous paye les 10. Mais de grâce, vous ne m'en donnez qu'un. Alors, la pharmacienne se dépêche d'aller chercher une boîte de préservatifs, des Durex, parce que c'est notre marque dans le monde. Elle en met 9 dans sa poche pour son amant. Elle en donne un au monsieur. Elle encaisse le prix des 10. Et au moment de refermer son tiroir à caisse, il dit: Monsieur, je vais me glisser dans votre vie privée, mais j'ai besoin de savoir pourquoi un seul préservatif. Et le monsieur lui répond: Madame, c'est que j'essaye d'arrêter. Les patrons ont arrêté. Ils ont arrêté d'engager. Les gens ont arrêté d'espérer. Les gens ont arrêté de bouger. Les gens, sauf si c'est pour se tirer en Suisse ou ailleurs. Il faut absolument remettre la machine de l'espoir en marche. Alors, c'est tellement mal pris la première fois à Hollande que la première année était catastrophique. J'ai l'impression qu'il essaye de faire mieux. Et moi, je suis ni de droite ni de gauche, je suis d'en avant. Pourvu qu'il soit d'en avant, pourvu qu'il y ait des choses. Mais c'est pas lui qui peut créer le mouvement, c'est nous. D'ailleurs, évidemment, la voix de l'Église, qui est la voix de la sagesse, l'a dit. C'est en nous, c'est chacun de nous qui, tous les matins, doit dire merde à la déprime, oui à l'espoir, oui à l'action, oui à la vie, oui à la création. Et là, ça repartira. Alors si on va changer un peu l'ordre, là, je vais repasser la parole à Bertrand Collomb. Vous avez écrit sur l'entreprise humainement responsable, qui me paraît être une des facettes possibles
de réaction aux crises, aux problèmes économiques qu'on rencontre, aux turbulences politiques, etc. L'entreprise humainement responsable, comment est-ce que vous la définiriez sans refaire tout le livre, peut-être en 30 secondes comme un spot, et quels sont les secrets que vous donneriez à vos comparses PDG? Mais, si vous voulez, je parlais de la confiance que le leader doit inspirer. Je pense que l'entreprise humainement responsable, c'est une entreprise qui d'abord a confiance à la fois dans sa mission, a confiance dans l'homme et la femme, pour être politiquement correct comme mon ami Jacques, et qui pense, qui est convaincu qu'il n'y a pas de contradiction entre la performance économique et le respect des hommes. Et qu'au contraire, la force de l'entreprise, c'est dans le développement des talents des hommes. L'entreprise, ça a toujours été, depuis des siècles, un groupe d'hommes et de femmes qui se rassemblent pour faire ensemble quelque chose. Et l'expérience montre que quand c'est bien articulé, on fait des choses extraordinaires. Donc finalement, une entreprise humainement responsable, c'est une entreprise qui a ça comme principe. Alors après, ça ne veut pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça veut dire qu'une entreprise humainement responsable, c'est aussi une entreprise exigeante. C'est une entreprise exigeante vis-à-vis de ses collaborateurs parce qu'on fait confiance aux gens pour qu'ils soient meilleurs, pour qu'ils soient excellents. Et une entreprise exigeante vis-à-vis de son rôle dans la société. Donc on est humainement responsable, pas simplement par rapport à ses collaborateurs. On est humainement responsable. Marcel de Monck, qui était mon antéprédécesseur, l'avait écrit dans les années 60 remarquablement. On est vis-à-vis des hommes de l'extérieur. Il disait même les concurrents. On n'a pas le droit de démolir les concurrents en étant faux, en faisant de la fausse concurrence. On a évidemment le devoir de respecter, de faire ce qu'il faut pour les clients, en ne les trompant pas ni sur la qualité ni sur le prix, disait-il. Et il disait ensuite que l'entreprise a un devoir vis-à-vis de l'homme en général, de l'homme de la rue, du bien commun qu'elle enrichit par ses succès légitimes et qu'elle détériore par ses échecs et par ses succès illégitimes. Bon, et quand on a dit ça, je crois qu'on a donné une philosophie du rôle de l'entreprise dans la cité. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait se dire, bon, tout ça c'est du délire, c'est de l'angélisme, c'est pas comme ça que ça peut se passer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont inspirées par cet esprit et qui réussissent. Et que donc, il n'y a pas de raison d'être dégueulasse, salaud, brutaux, en pensant que c'est la seule façon de réussir, puisqu'il y a des gens qui réussissent autrement, et que dans le fond, je crois que tous, autant que nous sommes, nous avons plutôt envie d'être dans une entreprise humainement responsable que dans une entreprise humainement irresponsable. Alors, puisque vous parlez de bonnes nouvelles, Bertrand, ça va me donner une transition vers notre évêque. Je lisais une phrase de la Bible ce matin, qui est l'évangile du jour, que vous n'avez pas manqué de commenter sans doute, qui était celle-ci: « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour ». C'est certainement une très bonne recette d'optimisme ou de leadership dans le monde des affaires, mais est-ce que vous y croyez pour notre monde du 21e siècle corporate? Est-ce que c'est vraiment applicable, cette phrase, dans le monde de l'entreprise? Je reviendrai sur les médias juste après. J'ai reçu une excellente leçon de Jacques Ségala il y a quelques années, qui m'avait dit au cours d'un débat qu'on avait eu ensemble que le meilleur slogan qu'il avait jamais entendu, c'était « Aimez-vous les uns les autres ». C'est vrai. Bon. Il y a l'inventeur de la publicité. Et alors, donc je crois que c'est pas simplement un slogan, c'est un programme de vie, c'est une leçon de sagesse. Une société où chacun roule pour lui-même conduit à l'inextricable de la violence. Mais en même temps, on parle de l'espérance, c'est une vision, hein, c'est à mettre en œuvre, en commençant par soi-même, par l'amour de soi-même. Ça passe par des petites choses, ça passe par des efforts de chaque jour, c'est sortir de la tyrannie de soi, de la tyrannie du court terme. On voudrait que tout l'amour soit réalisé immédiatement. L'amour, c'est un accouchement difficile. Mais on sait que l'homme est fait pour cet amour, et pour moi, il est révélé par le Christ. Donc c'est quelque chose qui est en avant de soi, au plus intime de soi-même, et qui nous met en communion profonde avec les êtres. Et donc j'adhère à cette parole, et en même temps, je mesure toute la difficulté, si on est seul, de la mettre en œuvre, si on n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, relié avec d'autres.
l'amour s'éprouve dans un acte de fraternité, de solidarité. Francis, tu entends les témoignages sur le merde à la déprime avec le petit spot là, de 30 secondes, l'entreprise humainement responsable, telle que définie par Bertrand, l'espérance, telle que véhiculée et transmise à la fois dans la Bible et que Monseigneur Rea vient de répéter. Tout à l'heure, j'ai interpellé les médias assez vigoureusement dans mon introduction. Je ne sais pas si tu étais arrivé. Je suis désolé, j'étais pas là. J'ai vu ça, donc je le répète. Je dis souvent, j'ai dit I was amazed that media would always say that the young people do one thing wrong instead of telling the million times when they do things right. Est-ce que tu n'as pas l'impression que les médias, pas les Échos, mais les médias en général, ne relayent pas assez cet optimisme, ce souci d'énergie, de passion, d'espérance qui est nécessaire aujourd'hui pour sortir de la crise et pour dire merde à la déprime une bonne fois pour toutes? Oui, alors, c'est vrai, on dit toujours entre nous qu'on parle toujours des trains qui déraillent et jamais de ceux qui arrivent à l'heure et qu'il y en a beaucoup plus qui arrivent à l'heure que qui déraillent, évidemment. Bon, cela dit, les nouvelles, on est obligé d'en parler. Ce qui est important, c'est pas d'en parler ou de ne pas en parler, c'est d'aller plus loin. C'est de les mettre en perspective et d'expliquer ce qu'il y a derrière. Quand il y a, pardon, prendre des exemples concrets, des augmentations d'impôts, on ne va pas ne pas en parler. On va en parler, mais on va expliquer ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer différemment. Je crois que c'est intéressant, c'est la mise en perspective. Mais les événements sont là. Notre rôle, c'est de parler des événements. Et c'est vrai que les trains qui déraillent font plus parler que les trains qui arrivent à l'heure. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, lorsque tu as passé la parole à Monseigneur Ray. Je pense qu'on passait dans la salle. Je vais m'inscrire un peu en faux. Quand tu as dit finalement, reprenant l'évangile, il faut aimer ses ennemis, etc. On est là entre nous. Il n'y a personne qui va répéter, il n'y a pas de journaliste. Aimer ses ennemis, c'est très bien, mais quand on est dans une entreprise, le but, c'est quand même d'être plus fort que ses concurrents. Voilà. Alors qu'on le fasse correctement, qu'on le fasse de façon qu'il y ait des méthodes qu'on n'utilise jamais, évidemment. Pour autant, mais là, peut-être que la salle me donnera tort, quand on a des concurrents, l'idée, c'est d'être plus fort qu'eux. Hein. Sans ça, on n'avance pas. Voilà. Peut-être que je vais beaucoup choquer. Pas du tout, non, je ne crois pas, de façon responsable et claire. Tout est dans la façon, effectivement. L'activité économique, c'est la compétition. Alors, c'est la compétition qui, parfois, est la guerre. Mais enfin, il y a des règles du jeu. Et effectivement, du moment qu'on respecte les règles du jeu. Moi, je ne crois pas. Je dis merde à la haine, je dis merde à la compétition, je dis merde à la guerre, parce que finalement, c'est une guerre comme une autre. Moi, je crois que la gentillesse, c'est l'intelligence du cœur et l'intelligence de l'âme. Et qu'il faut être meilleur que ses concurrents, mais en étant plus créatif, en étant plus souple, en étant plus clairvoyant, en connaissant le monde, donc en voyageant beaucoup dans le monde, et en comprenant ce que sera demain. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace que cette espèce de compétition qui est un esprit très français. Il n'y a pas ça. J'arrive de Corée, où j'ai passé 10 jours, j'étais le président du festival de la grande publicité coréenne. Il n'y a pas de haine comme ça chez les Coréens. Ça n'est pas vrai. Ils se respectent entre eux. Je crois que respecter l'autre, c'est la liberté. Je suis désolé pour les patrons. Gentillesse, respect. Moi, on va faire Bertrand et puis après Francis, peut-être, comme ça. Non, mais attendez. La compétition, c'est effectivement essayer d'être meilleur que les autres. C'est pas faire des croche-pieds aux autres. Bon, mais je crois que dans le monde du business, la compétition est absolument nécessaire à la performance. Les gens, c'est comme dans le sport, les gens se dépassent dans la mesure où ils essayent de faire mieux que les autres. Faire mieux que les autres, c'est pas tuer l'autre. Oui, mais on parle d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Non, d'accord. D'accord, mais j'ai jamais dit que mes compétiteurs, jamais dit que mes concurrents étaient mes ennemis, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Alors vous disiez, Bertrand, pas d'angélisme. Jacques disait gentillesse et faire les choses bien. Francis, non, j'ai rien à rajouter, c'est exactement ça. Exactement pas d'angélisme. Les concurrents, ils sont là effectivement pour qu'on soit meilleur qu'eux. Je suis désolé, d'ailleurs, ils nous aident à être meilleurs. Alors pour autant, pas de coups bas, ou de choses comme ça, oui d'accord. Mais bien que quand on regarde, on dit la France est ceci, on regarde les États-Unis, la lutte entre Apple et Samsung, tous les coups bas sont permis. Hein. Donc il faut quand même pas être. Mais le concurrent,
je trouve d'ailleurs que c'est bien la concurrence. Ça vous aide vraiment à progresser parce que ça force à réfléchir, ça force à se dépasser, ça force à changer, à avancer. C'est très positif. Mais il faut se dire que ce qui est positif, c'est de vouloir avancer. Donc de vouloir être plus fort que lui. Donc je dirais une saine concurrence, peut-être pas une sainte concurrence, mais en tout cas une saine concurrence. Est-ce que vous donneriez, parce que malheureusement l'heure tourne, et vous l'avez dit, on a peu de temps ensemble, on a parlé d'inspiration tout à l'heure et j'ai dit be inspired. Donc malheureusement c'est à nous d'inspirer les gens dans la salle. Est-ce que vous pouvez leur donner un petit mot d'inspiration pour l'année qui suit jusqu'au prochain INSEAD Essentials, à savoir comment rendre le monde meilleur au cours de l'année qui commence maintenant, l'année scolaire 2013-2014. Je pense à cette... On va finir. Ah, alors... Non, je dirais simplement la dernière phrase parole revient à Dieu. Oui, mais je la laisse pour le moment à Mandela, qui disait, il avait entendu cette parole qui était décisive dans son chemin, qui était le sien, comme celui qui a été un des héros de la nation sud-africaine. Il avait entendu cette phrase très jeune, « Tu peux faire grand ». Et de aider, faire comprendre à chaque être humain, aux leaders, mais aussi à chaque être humain, qui peut faire grand. Pas faire des choses forcément extraordinaires, mais faire quelque chose de sa vie qui est beau et qui rend la vie des autres plus belle aussi. Tu peux faire grand. Tu peux faire grand. Moi, je finirai d'un slogan. Ajouter de la vie à ses années et pas des années à sa vie. Il faut vivre, il faut croquer la vie plein dedans, il faut aimer les autres, il faut aimer les choses, il faut aimer son métier. Tous les matins, je me réveille encore plus amoureux que la veille de ma femme, et ça fait 35 ans que je suis dans son lit, et 35 ans que j'ai jamais disputé, et je la quitte pour aller retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est la pub, et je l'aime plus que tout. Et ça fait pourtant 55 ans que l'on vit ensemble. D'abord, je suis admiratif sur ce que tu viens de dire. Je ne dirais pas sur quelle partie, mais il y en a une où je suis très admiratif. Peut-être jaloux, même. Non, moi, je crois... les deux choses qui me semblent importantes, c'est la première, de réfléchir et pas de se laisser submerger par les événements et bloquer par les choses. Et la deuxième, c'est d'être enthousiaste. Je crois que c'est fondamental. Voilà. L'enthousiasme, l'envie de faire, c'est fondamental, c'est ce qui avance. Quand on n'a plus envie, il faut s'arrêter. Voilà. Mais l'envie, c'est fondamental. C'est ça qui fait avancer. Mais je crois qu'il faut aussi être persuadé que finalement, nous progressons collectivement. Depuis le siècle des Lumières, on pense qu'on progresse. Et puis il y a maintenant des gens qui disent « mais non, on ne progresse pas ». Bon, je ne sais pas, moi j'ai été président de la FARGE pendant 15 ans. J'ai l'impression d'avoir participé à une aventure extraordinaire qui a rapproché les gens de 70 pays, qui a créé des solidarités extraordinaires. Quand je vois un jeune Indien ou un jeune Chinois maintenant, les possibilités qui lui sont ouvertes sont sans commune mesure avec ce qu'il y avait il y a 50 ans. Alors bien entendu, il y a toujours de la misère, il y a toujours des guerres, il y a les Syrie, il y a Bachar el-Assad, etc. Mais je pense que c'est pour ça que moi je ne suis pas capable de dire ce qu'il faut faire l'année prochaine pour... Mais par contre, je pense qu'il faut avoir le sens du temps et être capable de lire ce qui se passe. Au-delà de ce que vous lisez dans les journaux sur le budget, le fait que M. Hollande dit quelque chose qui fait le contraire, etc. Bon, tout ça c'est très excitant, mais ça n'a pas d'importance. Regardons un peu dans la durée et voyons que malgré tout, bon, il y a des problèmes extrêmement sérieux qui sont apparus du fait de la mondialisation triomphante que les gens de Davos voulaient voir ou ne voulaient pas voir. Mais quand on regarde ces problèmes, même ces problèmes-là, sur la durée, on s'aperçoit qu'on est en train de progresser. La gouvernance mondiale est dégueulasse. Bon, la Syrie est un exemple, mais ça progresse quand même. Un truc comme par exemple un vice-président du Congo comparaissant, libre, mais comparaissant quand même, devant une cour de justice internationale à LA, sous une infraction pénale. C'est extraordinaire. Pour moi, même s'il n'est pas condamné, c'est un progrès de l'humanité extraordinaire dans le sens de la responsabilité. Bon, en matière économique, c'est la même chose. Changement climatique, bon, c'est affreux. On croyait qu'on allait faire des trucs. Et puis maintenant, ben non, c'est bloqué. Ben malgré tout, bon, l'idée est là. On a une crise économique qui fait qu'on a d'autres préoccupations. Mais on va finir par faire des choses. On les fera probablement trop tard. Donc il faudra qu'on s'adapte à une température qui augmente et pas simplement qu'on réduise le CO2. Mais l'idée même que l'humanité doit faire quelque chose, cette idée-là existe. Et à partir du moment, je crois beaucoup au pouvoir des idées, et je constate que quand même, on a des
des idées qui progressent, et donc que nous, par le travail qu'on fait, on puisse participer à cette progression de l'humanité. Je suis assez théardien, moi, dans mon approche du monde. Je trouve que c'est formidable. Et moi, c'est ça qui me motive, au-delà de ce que je lirai dans les Échos, que j'aime beaucoup et que je lis avec beaucoup d'intérêt la semaine prochaine, ou des désillusions, ou au contraire des satisfactions que me donnera le gouvernement actuel. Alors peut-être un petit mot. Jacques, vous avez dit, je résume pour Monseigneur, donner de la vie, prendre du recul, puiser dans la réflexion, par Francis. Bertrand, vous disiez, la vie est une aventure, la vie de l'entreprise est une aventure, il faut s'y engager pleinement. Et jamais en 15 ans, je pense, vous nous êtes embêtés chez Lafarge. Monseigneur, vous entendez cela, des témoignages de grands patrons. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux jeunes, au-delà des quelques mots de Mandela, qui sont là dans la salle ce soir? Chaque matin, je ne quitte ni ma femme ni ma maîtresse, mais je fais cette petite prière. Mais votre maîtresse, j'espère que c'est Dieu. Non, c'est mon maître. Mais je fais chaque jour cette petite prière. Cette petite prière, c'est Esprit Saint, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui pour changer le monde en commençant par moi-même? Et ça marche. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup.